je vais demander à Michel Cotta, Guillaume Bachelet, Louis Mermaz, Jean-Christophe Fromentin et Stéphane Rosès de bien vouloir regagner l'estrade. Nous allons commencer la dernière table ronde de cette journée. Elle sera animée par Michel Cotta. Et à l'issue de cette table ronde, à 17 h, sera remis le prix étudiant du livre politique par M. Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, et par un jury d'étudiants. Messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. La table ronde va commencer. Merci de vous asseoir. Soyez gentils. Nous sommes tenus à un vrai timing. Michel, je te passe la parole. Bien, bonjour à tous. Après cette frénésie de débat, voilà le dernier des débats de la journée, est intitulé « Pourquoi le débat politique est-il devenu inaudible ?» Alors, bon, les titres des débats, c'est toujours un peu caricatural, parce que je pense que le débat politique n'est pas devenu inaudible à tout le monde, mais justement, est-ce que le débat est audible de la classe politique et de la classe médiatique, et est-ce que ça accroît plutôt les distances avec les gens qui sont le maximum des citoyens qui n'ont pas accès à ce débat politique pour différentes raisons. Alors autour de moi, monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, Guillaume Bachelet, vous êtes député socialiste de Seine-Maritime, Jean-Christophe Fromentin, député de Hauts-de-Seine et maire de Neuilly, en charge au surplus des travaux préparatoires de l'exposition universelle. Et enfin, Stéphane Rosès, président de CAP, professeur de Sciences Po à Sciences Po Paris. Alors, la première question, je vais peut-être vous la poser à vous, Louis Mermaz. Pourquoi tout de même le débat politique a pris récemment, après tout, une vraie distance avec le vocabulaire des gens, avec la façon dont les citoyens s'expriment? Pourquoi est-ce qu'il apparaît un discours dans une bulle, en quelque sorte? Je crois que l'un des intérêts de cette rencontre que nous devons à Luce Perrault et à son équipe, c'est de nous avoir fait faire des travaux pratiques. Et moi, j'ai l'impression depuis ce matin qu'on est précisément dans une bulle. Chacun se débat avec l'idée, comment se fait-il que les hommes politiques sont moins appréciés que jadis, pourquoi est-ce que les médias ceci, cela. Mais n'ayons pas peur des gros mots, nous sommes enfermés dans un système capitaliste, oh quel mot, pardon, dans une économie de marché, c'est plus décent, dans un système capitaliste qui, depuis la traite des Noirs, que nous avons combattu en son temps à l'Assemblée nationale avec Christiane Taubira, n'a cessé de s'aggraver, même si parfois il y a eu de bons moments de résistance, 1789, 1848 en France, etc. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais le système capitaliste aujourd'hui est devenu tout puissant, avec à Bruxelles des lobbies extraordinaires qui contribuent au fait que les citoyens d'Europe croient de moins en moins, hélas, à cette Europe qui est pourtant une nécessité absolue pour notre avenir à tous. Donc nous sommes là enfermés dans un système qui fait que les citoyennes et les citoyens ont conscience dans le fond que les hommes politiques n'ont plus tellement de pouvoir et que souvent ils sont comme des fétus de paille dans une tempête. En effet, personne ne pense à renverser les tables. Nous sommes enserrés dans tellement de contraintes alors que le système capitaliste est pratiquement débridé à tel point que c'est lui qui dicte les décisions importantes. Et je crois que cela, les citoyennes et les citoyens ont conscience. Comment redressera-t-on cette situation? Ce sera long. Il y faudra beaucoup de temps.
tellement les abdications et les démobilisations sont fortes, pour qu'enfin les citoyennes et les citoyens, comme dans certains moments de l'histoire universelle, reprennent leur destin en main. Il faudra d'abord que nos partis politiques et nos syndicats se transforment. Il faudra aussi qu'il y ait une mobilisation et que ces citoyennes et ces citoyens, et j'en terminerai par là, qui se disent déçus, ne pratiquent pas la politique comme nous, généralement nous pratiquons le football, c'est-à-dire assis devant leur télévision, distribuant les mauvaises notes, plutôt les mauvaises notes que les bonnes, et répondant aux questions des instituts de sondage. On l'a vu tout à l'heure avec M. Courtois et M. Teinturier de la façon qu'on sait, et les hommes politiques, osant tellement peu affronter l'opinion publique globale. Jadis, François Bazin a fait un très bon livre sur Pilan, jadis les hommes politiques, j'ai vécu cela, avaient une vision de l'avenir, une ambition politique, et ils se tournaient vers les instituts de sondage, vers les communicants, pour leur demander comment il fallait s'y prendre pour que le message qu'ils avaient choisi avec une équipe qui revendiquait des responsabilités fasse que l'opinion publique les comprenne. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les partis politiques se tournent vers les instituts de sondage, demandent aux gens ce qu'ils souhaitent et leur renvoient, par un effet de miroir, ce qu'ils souhaitent. D'où, finalement, c'est une opinion qui se répand, même si elle semble superficielle, c'est qu'ils ont l'impression qu'entre la droite et la gauche, il n'y a plus tellement de différence. À partir du moment où la gauche, la plupart des hommes politiques de gauche et la droite s'inscrivent dans le cadre du système capitaliste aujourd'hui dominant, comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens voient la différence entre la gauche et la droite, si bien qu'on nous dit aujourd'hui, dans le fond, il faut arriver à un consensus. Dans une république, il faut être capable d'avoir des consensus, mais il y a un certain nombre de questions fondamentales sur lesquelles il faut avoir le courage d'affronter et de poser le problème en termes de rupture. Voilà, donc c'est une reconquête de l'opinion, mais il faut aussi que l'opinion se prenne en main. C'est trop facile de faire porter toute la responsabilité aux hommes politiques alors qu'on reste assis sur sa chaise confortablement. Merci. Alors, la question qu'on peut vous poser, c'est vous qui êtes vraiment sur le terrain, ne serait-ce que pour l'exposition universelle, vous qui êtes maire, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous dites est inaudible par vos administrés ou que ce que disent les partis sont inaudibles par les citoyens? Est-ce que vous faites une différence entre l'exercice local ou l'exercice de proximité et l'exercice général? Moi, je crois qu'il y a un problème, et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, il y a un problème de substance aujourd'hui, d'épaisseur du débat politique. Qu'est-ce que c'est la substance quand on parle de politique? C'est l'idéal, c'est le rêve, c'est la vision, c'est l'enthousiasme. Ce sont des moteurs qui sont dans nos forts intérieurs, ces moteurs qui nous donnent envie, qui recréent une perspective de confiance. Or, aujourd'hui, le débat politique, il est devenu assez technocratique, voire technique. Il n'est pas un débat qui fait rêver, il n'est pas un débat de grandes idées. On n'a pas à l'Assemblée nationale ou dans les cercles de débat de grandes controverses sur la vision de la France dans le monde, sur les grands mouvements, les grandes mutations et la manière dont un pays comme le nôtre, qui a pourtant un héritage extraordinaire, pourrait aborder ces grandes mutations et ces grandes visions. Et du coup, le débat technique, le débat politique qui devient un débat technique, je crois que c'est Mitterrand qui avait dit on aura dans quelques années un débat de comptables. Et il avait raison finalement. On a un débat qui n'est pas un débat inspiré. Et moi je pense qu'on souffre d'un manque de politique, mais de politique au vrai sens du mot, dans la substance de ce qui fait la qualité du débat politique. Mais ça suppose, si on veut vraiment se lancer dans un vrai débat politique, de prendre des risques. Parce que ça suppose des vraies controverses sur des visions qu'on a de la France dans le monde, des visions de nos territoires, des projets d'investissement courageux, des prises de position assumées. Et finalement, on est plutôt dans un débat où l'homme politique, comme il a fait carrière, et il fait carrière en politique, et il ne veut pas mettre en péril son métier, sa carrière, il n'est plus dans un engagement, il est dans un métier, eh ben il louvoie, il est dans le moins-disant, il est dans cette précaution, ce principe de précaution qui fait que l'inspiration, la vision, le courage, l'audace n'est plus un sujet qui nourrit la substance du débat public. Et je crois qu'il y a là un vrai sujet, un sujet de substance, un sujet de confiance, que les deux sont extrêmement liés, et qu'on redonnera l'envie de suivre la politique si on redonne cette substance, si on accepte d'être des hommes
engagé, avec le risque que cela comporte, c'est qu'être engagé, c'est un parti pris et c'est pas forcément faire plaisir à tout le monde. Et pour terminer, je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit sur le fait que la question doit aussi être renvoyée à l'opinion et aux Français. Et vous voyez, dans un livre que je sors bientôt, j'ai fait un chapitre sur « Vous avez privé », alors ça s'adresse aux Français, « Vous avez privé la France de vos talents ». Un pays et la complexité du monde aujourd'hui a besoin de la diversité des talents que les Français incarnent par leur métier, leurs expériences, leur vie associative, leur vie d'entrepreneur, leur vie d'élu, etc. Et la politique doit, pour avoir cette substance, être l'expression de ces talents. Et moi, je suis tout à fait d'accord sur cette idée qu'il faut réappeler les Français à s'engager en politique. Et peut-être il y a une révolution, au sens un retournement, parce que le débat d'idées sur lequel est encore construit notre système politique est le débat d'idées d'hier, et que les clivages d'hier ne sont plus les clivages d'aujourd'hui. Et on le voit au quotidien dans l'activité parlementaire, par exemple. Et donc il y a un vrai retournement. Le monde a changé, il appelle des hommes engagés, et il appelle les Français à retrouver aussi cette participation au débat politique. Merci. Alors, retrouver la participation au pouvoir politique. Au fond, les deux orateurs précédents ont bien dit qu'il y avait une divergence entre l'opinion publique qui s'imposait aux hommes politiques et les hommes politiques qui n'étaient plus capables d'imposer leur opinion aux médias et à l'opinion publique. Quelle est votre position sur cette cassure, quand même, entre les débats? Écoutez, je pense que dans une république, on ne doit pas opposer les citoyens et les élus. Parce qu'au fond, face aux mutations dont nous parlions, les citoyens et les élus, qui sont leurs représentants, sont, comme disait Claude Barthelone ce matin, sur le même bateau. C'est l'expression qu'il a utilisée. Et il y a beaucoup d'explications à la crise du politique que nous vivons. L'abstention, la montée des extrémismes, qui n'est pas un phénomène seulement hexagonal, qui est un phénomène aujourd'hui européen, continental et bien au-delà. La lassitude ou la méfiance entre deux scrutins aussi. Il n'y a pas seulement l'abstention le jour des élections, il y a la méfiance, la défiance entre deux élections. Je crois qu'il y a des explications qu'il faut donner parce qu'il faut quand même se dire les choses. La politique et les formes de la politique, et nous le vivons au quotidien, comme citoyens et aussi ici dans cette maison, la politique et ses formes ont plus changé en quelques années qu'en plusieurs siècles. La politique a changé d'espace. C'est une véritable révolution. Nous l'avons vécu, donc on n'a pas forcément une perception de cela. Mais la réalité, c'est que c'est un bouleversement considérable. Les compromis qui étaient jusqu'ici bâtis et qui faisaient l'économie, la politique, le social, étaient essentiellement des compromis entre le capital et le travail. Mais le capital, il s'est mondialisé et financiarisé. Le travail, dans son mode d'organisation, avec la division internationale du travail, il s'est fragmenté. Et en plus du capital et du travail, il faut intégrer un troisième facteur qui est l'environnement, la planète, l'écologie. Donc c'est un changement d'échelle. L'action publique, il y a encore quelques années, elle se faisait essentiellement dans le cadre de l'État-nation. Aujourd'hui, vous avez au niveau global des grandes, Louis Mermaz y faisait allusion, des grandes institutions internationales, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, le G20. J'ajoute, parce que nous avons de nouveaux leviers, la COP21, qui montre le besoin de nouvelles institutions internationales. Vous avez évidemment l'Union européenne. Il y a eu 30 ans, et même un peu plus, de décentralisation qui ont donné du pouvoir au territoire. Et puis, il y a de nouvelles formes d'organisation. Elles sont complémentaires et positives, bienvenues. Je pense aux ONG. Elles sont concurrentes et rivales du politique, les multinationales. Et puis elles sont adverses, elles sont ennemies. Je pense aux organisations mafieuses ou aux organisations terroristes. Et donc, il y a besoin, c'est vrai, puisque le rôle du politique, c'est de trouver des réponses. On a besoin d'un nouvel internationalisme dans le vaste monde. La COP21 en est une traduction, une concrétisation. On a besoin au niveau européen d'une Europe qui s'assume aussi dans la mondialisation, mais qui a une avant-garde. Et puis au plan français, au plan hexagonal, on a besoin de bâtir des compromis pour conjuguer la modernisation et les protections, pour que les lieux de pouvoir redeviennent des lieux de puissance. Et puis on a changé de temps, c'est une dimension absolument majeure qui a été évoquée dans la table ronde précédente. Mais franchement, Michel Cotta, c'est un bouleversement. Pour dire ce que nous venons de dire, il faut plus que 140 signes, espace compris. Or, nous vivons à l'âge du tweet, du buzz, du live, du bandeau des informations, des chaînes d'infos en continu, de la dépêche, qui d'ailleurs dit bien son nom.
Et donc, la question, c'est comment nous arrivons, d'abord, pour retrouver de la maîtrise sur le cours des choses, à retrouver aussi de la maîtrise sur le temps. Je crois que c'est une dimension absolument majeure pour nos démocraties. Alors, pour notre Parlement, ça pose d'ailleurs des questions. Autant commencer par balayer devant sa porte. Nous devons continuer à simplifier nos procédures parce que le temps des citoyens n'est plus le temps institutionnel ou le temps administratif. Il y a d'ailleurs eu une mission parlementaire qui a été présidée par Claude Bartolone avec Michel Vinocq, qui a fait un grand nombre de propositions. Je crois qu'il serait utile de les lire. Je prends un deuxième exemple, la loi numérique que nous avons adoptée il y a quelques semaines de ça ici. Elle a été élaborée aussi, co-élaborée avec des citoyens à travers un site Internet. C'est un exemple absolument inédit. Il ne faut pas seulement, j'allais dire, de la volonté, il faut aussi de l'inventivité, de la créativité dans ce nouveau monde. Et puis, je veux insister sur un dernier point. Jean-Christophe Fromentin y faisait allusion, et je partage ce point. C'est la question, pas seulement de l'explication du monde, mais de la langue, pour le dire. Nous sommes, Jean-Christophe Fromentin a cité François Mitterrand, je peux donc citer le général de Gaulle. Le général de Gaulle aurait dit « nous vivons un volapuc ». La réalité, c'est que nous vivons une espèce de langage dans les médias, dans les lieux institutionnels, dans les discours, qui est un mélange à la fois de technocratie et d'économisme. Ici même, lorsque nous élaborons la loi de finances, on parle du déficit structurel, de la C3S, du taux d'IS. Bon. Regardez les débats. La gouvernance côtoie le quantitative easing. En ce moment, on parle des insiders et des outsiders. Il faut à un moment donné aussi s'interroger sur la langue que nous utilisons pour expliquer les grands enjeux. Et de ce point de vue, moi, je pense que la meilleure réponse à la démagogie, c'est la pédagogie et c'est l'explication. On peut avoir un sujet qui a l'air très technique et qui est éminemment politique. Tout dépend de la manière dont on en parle. La question des déficits. La question des déficits, on peut en parler, pour reprendre l'expression de Jean-Christophe ou du président Mitterrand, en comptable. Mais les déficits que nous réduisons, déficit public de l'État, déficit de la sécurité sociale, déficit du commerce extérieur, c'est un enjeu de souveraineté, parce que c'est ce qui fait que nous ne dépendons pas des marchés financiers. C'est un enjeu de solidarité, parce que c'est ce qui fait qu'on peut financer notre protection sociale. Puis c'est un enjeu de responsabilité, parce qu'après nous, il y aura d'autres générations, et qu'il faut leur transmettre ce modèle social modernisé, mais qu'il faut leur transmettre, parce que c'est une force de la France. Et donc, il faut expliquer dans le langage qui est celui du politique des débats qui sont techniques. Et c'est la meilleure manière de relier, je crois, les moyens à des fins, le comment au pourquoi, le possible au souhaitable. C'est quand même ça qu'on attend du politique. Je dis un dernier mot, parce que c'est un point qui fait écho à ce que nous disait ce matin Jean d'Ormesson. C'est que pour avoir un débat public qui soit audible, il doit se donner, et c'est une responsabilité de chacune et de chacun de nous, parce qu'en République, nous vivons une démocratie plus. Moi, je pense que la République, c'est une démocratie plus. Si le débat public tourne autour de la question de l'identité, qu'est-ce qui se passe? On se dispute. Si on rappelle que la France, c'est une idée, on discute. Et on peut se retrouver, et on peut se rassembler. Il y a des clivages, il y a des controverses, il y a des polémiques, mais il y a la possibilité aussi de le faire dans un cadre qui est plus grand que chacun de nous, qui s'appelle notre cher pays, qui a des valeurs, qui a un art de vivre, qui a une culture, qui a une histoire, qui a une géographie, qui a des intérêts à défendre dans le monde, et qui a une langue. Et on revient à la question de la langue et du politique. Je crois que si nous sommes capables de porter cela, alors non seulement nous pourrons retrouver l'oreille des citoyens, mais je crois que nous retrouverons leur cœur. Rosès, vous qui êtes, je ne vais pas dire un comptable, parce que après ce qu'on a dit, enfin, vous qui regardez les grands moments d'opinion, est-ce que vous appréciez jour après jour que la différence, que le langage politique devient de plus en plus soit obsolète, soit inaudible? Est-ce que vous le remarquez, ça? Ce que je remarque, c'est la contradiction apparente entre le fait qu'effectivement, pour les Français, le débat politique est inaudible et qu'en même temps, les citoyens continuent à l'observer et à le suivre. Débat politique entre deux présidentielles, mais vous le verrez, à la prochaine présidentielle, les Français se précipiteront aux urnes. Alors, quelle peut être l'explication de ce paradoxe, qui est une autre façon de dire qu'en France, la politique est sacralisée comme façon d'être ensemble,
au travers d'une dispute commune, et un personnel politique, un débat politique qui semble être en décalage. Regardez les débats actuels politico-médiatiques. On fait comme si, dans les débats tels qu'ils sont vus dans les médias, le sujet était « si on est de gauche, on est du côté des salariés, on est du côté de la politique de la demande, on est du côté de la redistribution sociale, et si on est de droite, on est du côté de l'entreprise, on est du côté de la politique de l'offre et des profits ou éventuellement des investissements. » Or, ça, c'était vrai il y a 15-20 ans. Sinon, on ne comprend pas qu'Emmanuel Macron soit populaire à gauche. Et on ne comprend pas que, contrairement à ce qui se dit dans les débats politico-médiatiques, si François Hollande a été élu, c'est pas parce qu'il disait « mon ennemi la finance », sinon c'est Martine Aubry qui aurait gagné la primaire et elle qui l'aurait emporté dans les sondages, mais parce qu'il semblait serein et réaliste. Alors, quel est le sujet du pays profondément ? Les Français se demandent, parce que notre pays, c'est la République et ce n'est pas la démocratie seulement, les Français se demandent si dans le monde tel qu'il est, c'est toujours le politique qui décide du cours des choses. Ils se demandent si la façon d'être et de faire des Français, à la fois leur modèle social, bien sûr, mais la façon très particulière de avoir une prévalence du politique sur l'économie, qui se demande si dans le monde tel qu'il est, c'est encore possible. Ils se demandent si notre modèle est en train de disparaître. Ils se demandent si la France est en train de disparaître. Et face à ça, ils se demandent si, pour ne pas disparaître, la France doit renoncer à son modèle social et républicain. La gauche, je parle de l'électorat de gauche, pas du personnel politique de gauche. La gauche, l'électorat de gauche pense que c'est possible de préserver le modèle social au risque d'un lent déclin. La droite, en tout cas la droite sarkozyste, et Nicolas Sarkozy, dont les contradictions entre les discours d'Henri Guénaud sur la France qu'il faisait et sa façon d'être et de faire quand il était à l'Élysée, qui semblait en être le contraire, puisqu'il semblait sans cesse s'appuyer sur certains par rapport à d'autres, comme si la France était en péril. C'est normal, c'était un sauveur, donc il voyait le paysage à partir de son tempérament. Eh bien, la droite Sarkozy semble dire au pays, pour survivre, on va être obligé de faire seulement avec ceux qui se retroussent les manches, ou avec les bons immigrés versus ces mauvais immigrés. Et finalement, François Hollande, dans sa montée dans les sondages, avant même l'affaire new-yorkaise de DSK et sa victoire, et d'un certain point de vue, ce qu'incarne maintenant Alain Juppé, c'est l'idée qu'il serait possible, en réformant notre modèle, de maintenir la compétitivité par rapport à des pressions extérieures d'une Europe des procédures, alors que nous sommes le pays de la finalité. Et Marine Le Pen, si elle progresse à ce point, si elle se sépare de son père en réorientant le logiciel du Front National, c'est qu'elle semble dire que non, la France doit être complètement maître de son destin. Ce n'est pas à la France de subir l'alternative mortelle entre survivre et renoncer à ce que l'on est. Alors pourquoi cet écart entre le haut et le bas ? Parce que chez nous, l'État s'est fait avant la nation. Et donc nous sommes le pays qui a engendré Descartes. L'idée que l'esprit est séparé du corps et que l'esprit fait le corps. Donc les gens au sommet de l'État, les journalistes, les gens comme moi, on pense que c'est l'esprit qui fait le corps. Les Français voient la réalité comme Descartes. Or, le réel, c'est Spinoza. Et le piège mortel de l'Europe actuelle, qui fait qu'elle va à la catastrophe, c'est que l'imaginaire français et l'imaginaire allemand a construit cette idée folle qu'en menant des politiques uniques au plan économique à partir de mêmes règles juridiques, on allait fusionner les peuples.
Guillaume Bachelet a parlé du terme dette. J'ai dû rappeler à François Hollande durant la question du Grexit que pour les Allemands, le terme dette et culpabilité étaient le même en allemand. Et que donc, contrairement à ce que pensent la plupart de nos élites, ce n'est pas l'économie qui fait la société, c'est la société qui fait l'économie. Et donc que cette pensée naïve qu'on va fusionner des peuples en Europe à partir de politiques uniques et de règles uniques fait la montée du nationalisme et du populisme en Europe. Parce qu'évidemment, demander à des peuples comme à un individu de choisir entre son identité et sa survie, alors on ne peut pas accepter une telle alternative et on va chercher l'autre comme bouc émissaire. Donc notre problème, quel est-il ? Il y a beaucoup de problèmes, mais le problème essentiel n'est pas un problème économique. La dépression française n'a pas, et le problème français, le caractère inaudible du débat français, n'a pas essentiellement, c'est pas essentiellement un problème économique, c'est un problème culturel. Nos élites ne comprennent pas et n'acceptent pas que c'est le peuple, le bas, qui fait le haut. Parce que comme chez nous, l'État s'est fait avant la nation, pour s'assembler, les Français ont dû penser que c'était le haut qui faisait le bas, l'État qui faisait la nation. Oui, mais précède à la nation le peuple et la France. Et donc notre problème essentiel, c'est que le personnel politique est devenu, ça a été dit, un personnel de techniciens. Plus l'ère numérique, le débat d'avant, c'est qu'il faut réagir et qu'on prend tous les grands secteurs de la politique économique. Au sommet de l'État, il n'y a plus beaucoup de personnes qui aient une quelconque vision stratégique en matière d'énergie, en matière de ferroviaire, en matière d'industrie, en matière de politique de la santé. Donc notre problème est essentiellement un problème de nature culturelle dans l'écart entre le haut et le bas, et la dépression d'un pays comme d'un être humain, c'est quand l'énergie qui vient du bas ne trouve pas sa projection dans le haut, et c'est pour ça que pour résoudre la dépression française, il faut radicalement changer ce qu'est devenu la machine folle européenne, qui est que sa gouvernance et sa politique n'est plus adaptée au génie européen. Alors, évidemment, on a vu les différences entre vous, mais tout de même, est-ce qu'on peut dire que le discours politique maintenant semble délégué au fond à d'autres forces, à d'autres... on n'a pas du tout cette impression-là quand on est ici, quand on est à l'Assemblée nationale. On n'a pas tellement l'impression que les gens sont des experts. On a même souvent l'impression du contraire. Donc vous n'expliquez pas quand même la rupture, ou s'il n'y en a pas, la rupture entre les hommes politiques tels qu'ils fonctionnent et le peuple tel qu'il voudrait qu'il fonctionne. Louis ? Le discours politique reste l'apanage des hommes politiques, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, à la différence de beaucoup d'experts, même si on n'est pas d'accord ou si on est déçu, on comprend ce qu'ils disent. Face à un discours politique, le plus important, c'est de comprendre au moins 90% des mots. Et les hommes politiques, de ce point de vue, même s'ils n'ont pas le talent d'un De Gaulle qui employait les 200 mots, de François Mitterrand qui savait empoigner un auditoire, les hommes politiques savent parler. Ce qui manque parfois à ceux qu'on appelle le pouvoir. Par respect pour De Gaulle, on ne critiquait pas De Gaulle, on critiquait le pouvoir. Alors le pouvoir est parfois composé de gens très intelligents, qui ont fait de très bonnes études, qui sont bourrés de diplômes, mais qui n'ont jamais rencontré un paysan. Peut-être si pour se rendre jusqu'à la plage, ils traversent des campagnes, mais ils ne s'arrêtent pas parce qu'on s'ennuie, pense-t-il. Ils n'ont jamais vu un ouvrier, ils n'ont jamais vu un commerçant, ils n'ont jamais fait, quelle horreur, une campagne électorale. Ils ne sont jamais abaissés à ça. Donc ce n'est pas étonnant que ce genre de conseillers, qui sont parfois cités dans les médias, un conseiller proche du pouvoir, une personnalité proche du président de la République estime que... Alors c'est vrai que ces gens-là constituent une espèce de moule et qu'il faut qu'un président de la République comme François Hollande, qui est un homme qui sait ce qu'est le terrain, parce que la Corrèze, il l'a vécu, et charnellement, il sait ce que c'est que la France. Mais c'est vrai qu'ils sont parfois entourés d'un monde de conseillers
qui ne leur permettent pas de saisir parfaitement la réalité. Et si on a parfois l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises en dents de scie, c'est parce que messieurs les experts, qui parlent un langage compliqué, savant mais compliqué, sont parfois à l'origine de la préparation de décisions qui sont difficilement compréhensibles, y compris pour des hommes politiques avertis. Guillaume Bachelet, est-ce qu'alors il faut, est-ce qu'on souffre du manque d'un grand discours disant nous allons et d'où nous venons? Est-ce que c'est ça dont on manque? Est-ce que c'est ça qui explique le fossé? Je pense que, puisque nous savons tous ici que nous passons d'un monde à un nouveau monde, il faut le dire, il faut en tirer les conclusions, en étant fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire une république sociale, mais dans la mondialisation. Je vais faire plusieurs remarques par rapport à ce que j'ai entendu. Première remarque, on parle du discours politique. Mais ce qu'on demande à la politique, oui, du discours, très bien, mais de l'action. On parlait de la question européenne. Stéphane Rosès sait bien que la réorientation européenne est l'un des fils d'Ariane, j'allais dire les fils de Marianne, de mon engagement. Mais lorsque, à Bruxelles, le 13 juillet de l'année dernière, pour la première fois, a été envisagé par certains pays de l'Union européenne d'exclure un des pays de la zone euro. Et pardon, on est au livre politique, pas n'importe quel pays. Parce que la Grèce, elle a quelque chose à voir avec l'idée européenne. Pas seulement la construction européenne, la construction politique, l'idée européenne. L'idée européenne. Par ailleurs, la Grèce, il ne faut pas penser que si les marchés financiers s'étaient attaqués sans que les autres partenaires de l'Union n'interviennent, et singulièrement la France, il ne faut pas penser que les marchés financiers se seraient arrêtés à la Grèce. Troisièmement, la Grèce, il suffit de regarder une carte, elle est sur l'arc des crises. Et donc il y aurait eu un certain nombre de conséquences géopolitiques. Bref, tout ça pour dire quoi? Je sais, Spinoza, Descartes, ça a quelque chose à voir avec la construction européenne. Mais quand il s'est agi, à la table des négociations, ce jour-là, de dire est-ce que la Grèce reste ou non dans la zone euro, moyennant un certain nombre d'engagements de sa part qu'elle devait faire, de réformes qu'elle devait faire, mais est-ce que l'Union européenne a cet acte de solidarité et dit la zone euro c'est quelque chose pour nous d'essentiel, alors il y a eu un pays, puis d'autres, mais un pays qui a constamment apporté cette exigence, c'est la France. Et donc il a fallu batailler, il a fallu construire. Pourquoi je dis ça? C'est la deuxième remarque, Michel Cotta. C'est qu'il ne faut pas penser que les résultats viennent seulement de débats. Ce sont des combats. Nous avons dans l'hémicycle des débats et c'est le lieu même de l'institution parlementaire. Mais enfin, il y a un certain nombre, je ne remonte pas à Mathusalem, je remonte à seulement le début de l'année. Quand nous mettons en place la prime d'activité, qui est un complément de revenu pour les travailleurs modestes, quand nous mettons en place la couverture santé pour des millions de salariés, quand nous mettons en place une aide au répit pour les aidants familiaux, quand, dans quelques semaines, nous allons généraliser la garantie pour les impayés de pension alimentaire. Ça concerne des millions de femmes et d'hommes dans notre pays. Mais ça n'est pas seulement, nous sommes trop laïcs pour penser que cela intervient par d'autres moyens que par la politique. Il y a le résultat de choix, de combats, parfois de longs combats politiques, associatifs, syndicaux, le résultat de lois. Et ce qu'il faut, c'est veiller à ce que les lois se traduisent rapidement dans la vie de nos concitoyens. Mais je crois qu'en tout cas, l'essentiel dans le monde dans lequel nous sommes, c'est d'expliquer qu'au fond, le monde bouge. Alors vous avez des gens qui disent « le monde bouge, donc il ne faut rien faire ». C'est le statu quo. Vous avez les partisans qui disent « le monde bouge, alors il faut tout défaire. Il faudrait, sont les libéraux, les conservateurs, démolir, se délester du modèle social ». Et puis il y a ceux qui disent « il faut s'abstraire ». Ça, c'est ceux qui sont partisans du repli. Alors il faudrait sortir de tout, sortir de l'euro, sortir de Schengen, sortir du monde. C'est sans doute l'étape ultime de leur programme. C'est les partis nationalistes. Et puis il y a ceux qui disent « j'en suis, nous essayons de faire, de bien faire et de trouver cet équilibre entre la modernisation et la protection pour rester ce que nous sommes, une république sociale dans la mondialisation. C'est vrai, vous
qui êtes député aussi. C'est vrai que quand on est ici, quand on est dans les gradins et lorsqu'on écoute les députés parler, c'est vrai qu'il y a de vrais combats, c'est vrai qu'il y a de vrais débats sur des lignes directrices et on trouve le social, l'économique, etc. Vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression à certains moments que ce débat qui se déroule n'arrive pas à passer à l'échelon supérieur auprès des Français? Parce qu'après tout, peut-être les Français seraient contents qu'on leur dise, voilà, il y a d'un côté ceux qui veulent donner cette prérogative, de l'autre ceux qui la refusent. La question, c'est est-ce que la manière dont est construit le débat politique ici, avec 6 groupes parlementaires, de droite, de gauche, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, donc on n'a pas de groupe, mais en tous les cas, est-ce que la partition politique telle qu'elle est aujourd'hui est le reflet de la réalité du débat d'idées? Et je pense qu'un des problèmes qu'on a, il est là. Regardez en ce moment, les crises politiques se passent davantage à l'intérieur des partis politiques qu'à l'extérieur. Et je pense que ce qui marque la fin de cycle dans laquelle on vit, c'est que justement, il y a une irruption de nouvelles idées, il y a des convergences possibles avec des gens vis-à-vis desquels on était hier peut-être dans des confrontations politiques. Il y a une espèce de reconfiguration du débat avec, si on veut caricaturer un peu, ceux qui effectivement pensent que notre prospérité est liée à la fermeture, à cette idée de s'isoler, à retrouver une souveraineté par une monnaie propre, par exemple. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la dépense publique qui est vraiment le vecteur de réengagement, de réamorçage de l'économie française. Et puis il y a, je dirais, un monde pragmatique qui cherche à s'adapter au monde, qui a bien entendu le souci d'une politique sociale, mais le souci d'une véritable compétitivité, parce que les parts de marché de la France qui s'écroulent depuis 15 ans, c'est aussi une réalité. Et la question que je me suis posée et qui m'a amené à sortir d'un groupe parlementaire récemment pour passer d'un groupe à un statut qui est un statut de non-inscrit, donc très indépendant, c'est que je pense que le débat tel qu'il est construit aujourd'hui reflète davantage des postures que de réalités. Et qu'aujourd'hui, si les Français nous attendent et nous appellent sur une forme de conciliation, de convergence, voire de réconciliation. Moi, je suis étonné de voir, et on le partage tous quand on est parlementaire, combien finalement, quand on regarde nos territoires, quand on a l'intelligence ou l'honnêteté intellectuelle de se débarrasser un peu de nos postures politiques pour parler, qu'on soit de droite ou de gauche ou ensemble autour de la table, à l'écart des micros et du débat public, combien finalement on trouve des points d'entente et des points de convergence. Et j'avais été, et je suis, moi qui viens du monde des entreprises, j'ai été marqué ici par finalement le côté sans doute un peu, et même parfois terriblement artificiel du débat. J'avais fait l'expérience au moment de la loi Macron de collègues qui me disaient dans mon groupe ou dans les groupes d'opposition, ils me disaient mais on ne peut pas voter la loi Macron à 3 semaines d'élections départementales. Et puis de collègues socialistes qui me disaient tu comprends, on ne peut pas, difficile pour nous qui avons aussi cette échéance départementale, de faire passer la loi Macron avec des votes de l'opposition. Quand le débat politique en est rendu là, quand le débat politique privilégie des postures par rapport à la réalité, à l'honnêteté intellectuelle du débat d'idées, quand les Français, finalement, se répartissent peut-être sur ces 3 positions, des gens qui sont convaincus, honnêtement convaincus, que le souverainisme est une étape, est une voie, d'autres qui sont honnêtement convaincus que la demande de la dépense publique est une voie, d'autres qui sont honnêtement convaincus qu'il y a dans cette conciliation de la compétitivité et d'une politique sociale et d'une réorganisation un peu de notre gouvernance territoriale et de l'État, une voie en baissant la dépense publique pour réamorcer finalement une perspective forte pour la France. Quand les Français se répartissent finalement un peu autour de ces idées et qui voient qu'on se dispute sur ce qui relève davantage de posture que du véritable débat, je pense qu'il y a cette distension, cette distance, cette distorsion entre la réalité du débat telle qu'on le vit et la réalité de la France dans ces différentes configurations politiques telles que les Français la voient. Et c'est dans cet écart qu'à mon avis s'est distendue la confiance, que c'est dans cet écart que s'est distendue la mobilisation et c'est dans cette révolution, pas au sens on casse tout, mais au sens dans ce retournement, dans cette évolution complète, qu'on retrouvera cette osmose dans le débat d'idées.
Alors donc l'écart qui distend la confiance, hein, c'est votre mot. Est-ce que on n'a pas l'impression que le bipartisme devenu le tripartisme, c'est ça qui bloque les possibilités d'évolution, c'est ce que vous venez de dire, de part et d'autre, et qui donc dénature complètement le message délivré, alors que les cassures passent à l'intérieur de chaque camp. Est-ce qu'il faudrait reconstruire les camps? Est-ce que c'est possible? Ah, mais je pense, regardons l'actualité. Regardons les textes qu'on a en discussion. Le journaliste me disait tout à l'heure, probablement l'évolution de la loi travail va être un moment extrêmement important, au-delà de ce qu'il en sortira, mais dans ces signes avant-coureurs d'une reconfiguration, comme l'a été quelque part la loi Macron. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une attente extrêmement forte des Français sur ce sujet-là, et qu'il y a un appel à ce que nous, hommes politiques de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, on ait un débat honnête, un débat sur lequel nos convictions l'emportent sur les postures qui sont pour certaines des éléments de fond de commerce, et que si on a cette honnêteté intellectuelle, si on se surprend à discuter, à s'entendre, à soutenir des choses qu'on n'aurait pas soutenues parce que ce n'est pas le même parti, alors on progressera dans cette voie d'une politique un peu nouvelle et d'une politique vraiment adaptée à un nouveau débat d'idées. Oui, Mermaz ? Oui. En 1981, les nationalisations, terme ONI, ont permis de sauver un certain nombre d'entreprises françaises, plusieurs dans la région que je connais bien, la région Rhône-Alpes, qui allaient être vendues par appartement. Si bien que lors de la première cohabitation de 86, la droite est revenue au pouvoir, elles ont été en grande partie privatisées, mais elles étaient en bonne santé parce que l'État les avait sauvées d'une désagrégation qui était assurée. Mais aujourd'hui, regardez devant quelle économie se trouve un gouvernement comme le gouvernement français qui, je dis ce que je pense, fait le mieux qu'il peut globalement, même si ici ou là il y a quelques ratés, mais enfin rien n'est jamais parfait en politique. Bon. Mais récemment, j'ai voulu acheter une Clio. Ce n'est pas une voiture de luxe. On m'a dit il y a quelques mois, on vous la livre dans un mois, mais elle sera fabriquée en Roumanie. Ben, j'ai dit non, je préfère une voiture Clio qui soit fabriquée en France. J'ai rien contre les Roumains, mais enfin, il faut peut-être défendre d'abord l'industrie française. Et on m'a dit oui, votre voiture, vous l'aurez 6 mois plus tard. Les investissements rapportent plus quand les grands groupes financiers ou industriels les font dans les pays du tiers-monde. On nous parle des miracles économiques allemands. Attendons le jour où le marché chinois va connaître des perturbations, ce sera plus difficile pour les Allemands aussi. Et hélas, je dis hélas, car on n'a pas intérêt à ce que les Allemands souffrent. Mais quand on nous vante un certain redressement économique en Espagne, etc., oui, mais au prix de quelle précarisation? Évidemment, il est plus intéressant de faire travailler des salariés qui ont peu de droits sociaux et qui sont payés au niveau du SMIC ou au-dessous, et Angela Merkel a quand même dû, elle qui est si courageuse en matière de politique de réfugiés, elle a quand même dû consentir à ce qu'il y ait un mini-SMIC allemand. Donc, pour l'investisseur français, il est plus intéressant d'aller faire travailler à l'étranger, ou il est plus intéressant de vendre des produits qui ont été fabriqués dans des pays à compétitivité, comme on dit, parce que les salaires et les charges sociales sont très basses. Donc c'est très difficile pour un gouvernement qui est englué dans ce système dit mondial de faire une politique de progrès, une politique d'équilibre. Il faut simplement bien se dire que si quand on est au pouvoir, on représente l'ensemble des Français, il ne faut jamais oublier qui vous a élu, et en faisant attention que si on veut pouvoir continuer à transformer, il faut d'abord être assuré des siens. Or, le succès des prochaines élections, c'est que la gauche rassemble la gauche. Vous me direz que c'est pareil pour la droite. Et pour le moment, elle est très divisée, et ce n'est pas ça qui va m'inquiéter, moi. Enfin, seul le rassemblement de la gauche sur une optique de gauche, et les nôtres, c'est d'abord le salariat. J'ai connu des premiers ministres du temps de François Mitterrand très brillants, qui étaient émerveillés de voir comment le patronat leur déroulait des tapis. Et puis, à la veille des élections de 1993, les sondages indiquaient que tout ce patronat-là n'attendait qu'une chose, c'est de nous mettre à la porte. Donc, il ne faut jamais oublier, même si on doit faire la politique de l'ensemble des Français, et s'il faut avoir le respect des intérêts de l'entreprise française, bien entendu, il ne faut jamais oublier qui vous a élu si vous voulez pouvoir continuer et si vous croyez à une politique de réforme.
Le danger, c'est quand l'électorat se vide. C'est dangereux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Fromentin. C'est-à-dire qu'il y a une gauche et une droite parce que notre pays, pour agréger la diversité qui lui est consubstantielle, dès le départ, je crois que c'est Mitterrand qui disait il n'y a pas une origine à la France, il y a dès le départ des Celtes, des Latins, des Germains. Et donc la modalité française pour agréger notre diversité a été sans cesse d'utiliser le politique et donc forcément sa dispute pour dénaturaliser les situations et agréger des citoyens. Et donc la dispute politique, elle est obligatoire et on le voit. Quand le président de la République se refuse à faire récit de ce qu'il fait, la dispute, elle ira de toute façon quelque part, qu'il construise ou pas le paysage. Et donc, effectivement, chaque pays est traversé d'une question. C'est la question, finalement, de la souveraineté. Et donc, il y a une hésitation, c'est Guillaume Bachelet qui disait ça tout à l'heure, au sein de chaque camp idéologique, entre le souhaitable et le possible. C'est pour ça que je suis convaincu que la prochaine présidentielle se fera sur la sortie de la dépression française, mais articulée avec la grave crise, très grave crise européenne. Il y a beaucoup à redouter des prochaines élections en Allemagne. Angela Merkel est allée très loin, sans doute trop loin. Elle attendait des Grecs qui se transforment en Allemands et en attendant, elle demandait aux Allemands de se transformer en Suisses et elle ouvre les vannes des réfugiés. Ça fait une montée de la droite dure et d'extrême droite très dure. Donc il y a une très grave crise européenne, terrible. Et donc il est à espérer que la France, puisque ça a été dit, puisque c'est le pays de la vision, reprenne enfin sa place en Europe. Son affaiblissement n'est pas un affaiblissement économique, c'est d'abord un affaiblissement par absence de vision, mais pour aller quelque part, il faut savoir qui on est et accepter que ce sont les peuples qui font l'histoire et penser ensemble les questions culturelles, économiques et politiques. Guillaume, peut-être avant de poser 2 ou 3 questions dans la... Oui, bien sûr, de façon très courte, et pour prolonger ce qui a été dit immédiatement, et par Stéphane Rosès, et par Louis Mermaz avant, et son expérience de la Clio Renault. Je suis élu de Seine-Maritime, il y a une usine Renault, oui, l'une des grandes usines de fabrication de moteurs. Donc j'ai entendu sa question. Mais trois remarques. D'abord, je crois absolument à cette question de la souveraineté telle que Stéphane Rosès la met en perspective. Simplement, nous devons bien comprendre et dire, c'est la première chose qu'on attend des politiques, de dire le monde et le moment dans lequel nous sommes. Nous vivons un monde de mutation. L'ensemble des débats de notre journée l'ont illustré. Et ce que nous vivons dans nos territoires et dans nos vies quotidiennes, par exemple l'économie de l'immatériel, qui vient percuter nos modes d'organisation, nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de transport. Et il ne faut pas que les politiques soient, j'allais dire, en deçà du degré de perception par les citoyens de ces réalités, tout simplement parce qu'ils les vivent, comme salariés, comme citoyens, comme entrepreneurs. Et donc toute la question, c'est comment, dans ce monde-là, nous avons des atouts, il faut les valoriser, nous avons des défis, il faut les relever, nous avons des problèmes, il faut les régler. Mais en étant ce que nous sommes une république sociale qui doit se projeter dans la mondialisation. Le deuxième élément que je veux dire, c'est le rapport précisément, pour l'illustrer, à l'industrie. Franchement, un des carburants du décrochage d'un grand nombre de nos concitoyens, en particulier dans les catégories populaires, les classes moyennes, à l'égard du politique, ça a été la désindustrialisation massive qu'a vécu notre pays depuis le début des années 2000. Or, je me souviens de discours il y a une vingtaine d'années sur les usines sans... Vous vous souvenez tous de ça, les usines sans ouvriers, les nations sans usines. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de grande nation sans production, sans innovation. Il n'y a pas de grand pays sans industrie. Et donc, quand nous décidons, simplement, ça met davantage de temps à redresser un appareil productif, qu'il soit industriel ou agricole, que de le laisser décliner, comme ça a été le cas dans les précédentes années, où, mais notre niveau de compétitivité industrielle avait atteint l'une des plus faibles places européennes de manière historique.
quand une fois qu'on a donné cette architecture, cette armature politique, alors un certain nombre de mesures que nous prenons, un peu comme des branches peuvent s'accrocher au tronc, peuvent être données. Quand nous mettons en place les mesures de soutien au coût du travail, j'en ai été le rapporteur ici, quand nous créons la Banque publique d'investissement pour financer les PME, les TPE, les entreprises de taille intermédiaire, quand on investit dans la formation, quand on a des plans d'investissement d'avenir, bref, quand on décide de mettre transition énergétique, transition numérique, bref, qu'on décide de muscler notre appareil productif, sa compétitivité, sa qualité, son attractivité. Là, on a, il me semble, une ambition qui est une ambition nationale et qui a quelque chose à voir avec la reconquête de la souveraineté dont parlait Stéphane Rosès. Et puis le dernier point, c'est que, oui, relier les élus et les citoyens, mais je pense qu'il y a un biais, les institutions sont souvent évoquées, mais pardon, la question des procédures est au moins aussi importante. Moi, je suis député depuis 4 ans, et ce que j'observe, à la fois dans l'hémicycle et dans la circonscription en Normandie, c'est que beaucoup de citoyens ne conçoivent pas, et je ne peux que leur donner raison, qu'une loi mette plus de 6 mois pour être votée et autant pour être mise en œuvre. Et moi, je ne personnalise pas la vie politique, donc la loi, je l'appelle la loi croissance et activité. Mais quand on passe 1 an sur un même texte, il y a de la part des citoyens des interrogations. Et donc la question de la simplification de nos procédures, de l'accélération de notre temps administratif, a quelque chose à voir, je crois, avec non seulement l'efficacité de la décision politique, mais la capacité pour le citoyen à partager, à être coacteur des choix. Et c'est un défi majeur pour le Parlement, singulièrement pour le Parlement du non-cumul, parce qu'en 2017, les parlementaires ne pourront plus, c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux, mais la loi imposera en 2017 qu'on ne puisse plus cumuler un mandat de parlementaire avec un autre mandat d'exécutif territorial. Et donc, on aura dans ce Parlement du non-cumul la nécessité de réfléchir à la simplification, à la modernisation de nos procédures pour être davantage en phase avec le temps des citoyens. Monsieur Fromentin, répondez, Oui, puis je peut-être... répondre à mon collègue sur le tout petit détail, mais qui, d'après moi, a vraiment son importance, c'est la personnalisation de la loi. Effectivement, on dit loi croissance activité ou on dit loi Macron. Et ça vaut pour tout un tas de textes, on peut dire loi Taubira ou loi, etc. Mais je pense que c'est pas neutre. Alors je ne sais pas si c'est pour les bonnes et mauvaises raisons, mais c'est pas neutre. Il y a une manière de porter un texte. Et vous disiez à juste titre tout à l'heure, on va se tutoyer comme on fait à l'Assemblée, qu'en fin de compte, la pédagogie prime sur la démagogie. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et un ministre ne porte pas un texte de la même manière. Il y en a qui le portent avec plus de pédagogie, avec plus d'écoute, avec plus d'accompagnement. Et on voit aussi des textes qui partent dans le mur, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas incarnés, parce qu'ils ne sont pas portés. Et moi, je crois beaucoup, non pas à la personnalisation, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais à ce que la politique soit incarnée. Un projet de loi, il doit être incarné, il doit être porté. Un ministre n'est pas un technocrate, n'est pas un haut fonctionnaire. Et ça revient à notre début tout à l'heure, il est un politique, il doit incarner le texte. Et incarner un texte, c'est déjà lui donner, dans le débat, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une forme d'ouverture. L'honnêteté intellectuelle, elle procède aussi de la capacité à assumer, à incarner un texte, avec les risques que comporte le débat, c'est de se reprendre des arguments dans la figure, ou au contraire, de générer des alliances qui vont au-delà des postures, comme on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, même à cette heure un peu tardive? Oui, voilà. Je vous en prie. Vous avez un micro quelque part? Il arrive. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente, je m'appelle Mohamed Boufarma, je suis diplômé de Sciences Po Paris et je vous écoutais avec attention et je voulais parler d'une catégorie de population aujourd'hui qui se déconnecte de la politique, qui est les jeunes. Les jeunes aujourd'hui se déconnectent de la politique, je pense, pour 3 raisons. La première raison, c'est le discours politique en lui-même. Il ne faut pas être étonné aujourd'hui que Marine Le Pen est quand même la personne qui arrive à se faire entendre auprès des jeunes. Lors des dernières élections, on a vu que le Front National avait un taux supérieur parmi la catégorie des jeunes. Le discours politique qui est porté aujourd'hui par les extrêmes, malheureusement, est un discours qui est simplifié, que les jeunes arrivent à comprendre facilement. Donc, il y a ce point que les hommes politiques et les acteurs publics aujourd'hui doivent comprendre, c'est de simplifier leur discours afin d'être audibles auprès des jeunes. Le deuxième point, c'est une question de discipline politique.
Aujourd'hui, à regarder les débats, je sais qu'on est dans l'Assemblée nationale, dans vos locaux, mais à regarder les débats à l'Assemblée nationale, les débats parfois frôlent la violence. C'est une question d'éthique. Les jeunes, aujourd'hui, quand ils regardent la télé, quand ils regardent ces débats, ils pensent que la politique, c'est un monde... Posez une petite question, s'il vous plaît. Je pose une question, j'ai mon troisième point que Ouais, je développe. Donc, deuxième point, c'est la question d'éthique politique. Et la troisième? Et le troisième point, c'est qu'il faut... Pourquoi aujourd'hui la politique est déconnectée des jeunes? C'est parce que les politiciens, les hommes politiques ne vont pas chercher les jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, sont connectés sur leur smartphone. Il y a certains partis qui ont développé cela. Le Parti républicain a développé une application qui s'appelle Direct Citoyen. Et grâce à cette application, on arrive à consulter la population et ça aurait pu éviter aujourd'hui de voir des jeunes dans la rue manifester contre la loi de travail s'ils avaient été consultés à l'avance. Donc voilà, c'est un point que je voulais soulever et je voulais apporter mon point de vue. Je vous remercie. Est-ce que vous répondriez, Louis? Notre ami Bachelet m'a suggéré que je réponde. Le malheur, c'est que je n'ai pas compris la question. Alors, je sais bien qu'un homme politique est censé avoir toujours une réponse. Mais j'ai rien entendu. Qu'est-ce que vous demandez? C'était pas une question. Qu'est-ce que vous demandez? Je réagissais par rapport à votre débat et j'apportais mon point de vue également. Mais quelle est la question? La question est aujourd'hui que j'apportais aussi mon point de vue. Ne riez pas parce qu'on entend encore moins. Bon. Quelle est la question? Il n'y a pas de question, monsieur. Il n'y a pas... Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi il m'a sous-traité la question. Non, mais tout de même, s'il n'y a pas de question, il y a peut-être une réponse. Voilà. Non, mais je pense que la question que vous avez posée, on la voit de manière dramatique dans les études d'opinion. Quand je me reporte la dernière étude de Sevipov qui dit 90% des jeunes pensent que les hommes politiques sont corrompus. C'est-à-dire que ça va extrêmement loin. C'est l'opinion des jeunes et c'est un mouvement récurrent. C'est-à-dire la perte de confiance d'une génération vis-à-vis des politiques est dramatique. Et ça, elle nous pose, elle nous interpelle. Il n'y a pas de réponse simple, malheureusement, à la question que vous posez. Mais on ne peut pas, surtout dans ces mouvements où il y a ces grandes mutations, bâtir l'avenir sans réengager les jeunes dans la politique. Voilà, on ne va pas réouvrir un débat, mais c'est un vrai débat, mais qui doit nous interpeller. Comment recréer cette confiance dans votre génération pour qu'elle s'engage en politique? Parce qu'on a besoin de votre génération pour construire. Moi, c'est ce que j'essaye modestement de faire en montant une expo universelle pour 2025, pour dire que c'est au moins un véhicule très prospectif, très innovant et qui permettra, je l'espère, à des jeunes de reprendre en main cette perspective pour donner rendez-vous au monde en 2025. Mais il y a un vrai sujet de réengagement de la jeunesse dans l'action politique. Stéphane, nous n'avons plus que quelques minutes. Vous avez raison, on le constate dans les pratiques des jeunes et dans les études d'opinion. Entre les élections, les jeunes ne se sentent pas partie prenante du jeu politique. Et en même temps, lorsqu'arrive une présidentielle, la France demeure, y compris pour les jeunes, le pays de l'engagement politique quand on compare avec d'autres. Pourquoi? Parce que lors des présidentielles, ce sont des questions existentielles qui se posent. L'attention des jeunes, c'est que, évidemment, ils veulent s'insérer dans une société et ils ont le sentiment que la société ne leur a pas préparé une place leur permettant de se projeter dans l'avenir. Ils vont d'autant plus utiliser donc du coup les réseaux sociaux pour faire partie de ce monde, mais ils ne peuvent pas faire l'économie du rapport à la nation. Et je pense que la situation des jeunes n'est pas si singulière que ça. Ils expriment au cube le problème français en général dans la tension entre le besoin de politique et c'est ce qui est devenu la politique, ça a été dit, une affaire de technique, comme si le possible découlait d'un extérieur que les Français ne maîtriseraient plus. Peut-être une dernière question avant de laisser la place aux jeunes gens du premier rang. Oui, alors 1, 2, on s'arrête après la deuxième, sinon ça va être trop tard. Alors, il y en a une là-bas, et puis vous. Hein. Oui. Bonjour, je me présente, M. Ferraud. Je viens de Normandie, je suis un ancien élu, maire adjoint d'une ville. Alors, je veux poser une question assez simple, en même temps lever un petit peu une ambiguïté par rapport à ce qui a été dit. Tout simplement,
on parle de loi et d'application de loi. Or, il y a des difficultés qui ne sont pas palpables par le politique et qui sont ressenties par le citoyen. C'est des difficultés, c'est l'application de la loi. Entre le vote de la loi, l'application de la loi, il y a un certain moment qui passe, c'est ce que M. Bachelet a soulevé. C'est une question de magie. Et ce moment-là qui passe, en arrivant jusqu'à l'application de la loi, eh ben, les personnes, ou plutôt le monsieur, madame, tout le monde, attend quand est-ce que... Je vous donne un exemple pour élucider un peu le propos. La loi de la pénibilité, elle a été reculée d'1 an pour l'application pour certaines catégories, tout ça, pour négociation, etc., des branches et tout ça. Or, les gens, monsieur, madame, tout le monde, posent la question en disant, bon voilà, c'est bien, on a voté une loi pour la pénibilité des personnes qui travaillent de nuit, etc., et tout ça. Maintenant, la question, madame, c'est quand est-ce qu'on va vraiment essayer d'estomper ce délai qui fait qu'une loi a voté, un décret pour l'application met un certain temps, pour l'application on met 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. D'autant que ça commence, la loi est censée être connue avant qu'elle passe au Conseil des ministres maintenant. Donc le délai est encore pire. Parce qu'il y a d'abord le Conseil des ministres, les gens considèrent qu'une fois que c'est passé au Conseil des ministres, c'est fini, et la discussion parlementaire est 1 an plus tard. Alors, Guillaume Bachelet, qu'est-ce qu'on répond à... Comment on accélère? Et le point que vous évoquez, je le partage, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour moi, c'est un enjeu majeur, la question de... Regardez d'ailleurs dans le débat public, on parlait d'écart ou on parlait de bulles. Cette question de la simplification, je parle de ça devant Thierry Mandon, qui a porté ce sujet comme parlementaire, qu'il a porté ensuite comme membre du gouvernement. Cette question de la simplification de nos politiques publiques, de la simplification de nos procédures, j'ajoute de l'évaluation de nos politiques publiques, parce que c'est indissociable. Cette question-là, c'est une question absolument centrale. Alors ça commence bien sûr par nos procédures parlementaires, parce qu'il faut commencer par soi-même, mais pas seulement par nous-mêmes. Honnêtement, et ça c'est pas un témoignage, j'allais dire, de colloque ou d'abstraction, beaucoup de nos concitoyens, quand nous échangeons avec eux, nous disent, mais alors, première, deuxième lecture, vote de la loi, décret d'application, la question c'est quand est-ce que ça arrive jusqu'à nous pour améliorer notre vie quotidienne. C'est quand même ça le sujet. Or, beaucoup d'éléments d'amélioration ont été faits au cours des dernières années. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais c'est un enjeu démocratique majeur, au moins autant que la question institutionnelle. Dans la question démocratique, il y a question de l'amélioration, de la simplification des procédures. J'y ajoute la question de l'engagement, et ça répond à la préoccupation, sinon à la question de monsieur qui s'est exprimé jusqu'avant, pour retisser le lien. Il y a une question de comportement, juste une parenthèse. La séance des questions d'actualité n'est pas le meilleur moment que nous pouvons offrir à ceux qui nous regardent à l'Assemblée nationale, et qui n'est d'ailleurs pas le temps des commissions, le temps des débats sur les projets de loi, qui montrent, je crois, ce que l'Assemblée nationale apporte de meilleur à notre démocratie. Et si vous suivez les travaux de l'Assemblée, d'ailleurs on le peut maintenant grâce à la chaîne parlementaire ou à Public Sénat, vous pouvez le vérifier, vous pouvez le constater. Il y a un enjeu de comportement, il y a aussi un enjeu d'engagement. Quand par exemple on décide de mettre en place le service civique, il me semble qu'on apporte aussi une réponse parmi beaucoup d'autres à la préoccupation que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'engagement, de la participation démocratique. Bon, je vous remercie. Pas le temps de prendre d'autres questions, excusez-moi, mais pas le temps d'avoir... on me presse. Donc merci à tous d'avoir écouté ce débat et merci à vous tous d'y avoir participé. Bravo. Bien. C'était très intéressant.